Voilà, mes amis, c'est avec beaucoup de joie que j'ai l'honneur, vraiment l'honneur de reprendre cette série de cours avec notre grand ami, Monsieur Fabien Ababou. Et je le dis à chaque fois, mais je le redis, ces cours, cette série de cours est de plus en plus suivie, de plus en plus appréciée. Je reçois des messages vraiment incroyables d'encouragement et les gens terminent le cours, ils me disent déjà mais quand est le prochain? Certains m'ont dit pourquoi c'est comme tous les 15 jours? On voudrait que ça soit tous les jours. Et bon, on continue. Je voulais juste dédier le cours d'aujourd'hui pour la Refoua Shelema de Maggie Myriam Bat Chana, que Akadosh Baruch Hu lui envoie Amen. Toutes les forces pour une grande guérison. Amen. Vechen Yeratzon. Alors, encore une fois, je vais juste introduire, mais je n'ai absolument aucun problème à dire que finalement, cette série de cours est surtout une série de cours qui met en évidence toute la sagesse, toute la compréhension profonde de notre ami, Monsieur Ababou. Moi, je ne suis là que pour gérer de loin les choses et c'est un honneur pour moi. Et juste donc, à titre d'introduction, on va rentrer encore une fois de plus, un peu plus profondément dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Et bon, jusqu'à présent, on parle de la finance et de toutes ces forces. Je n'hésiterai pas à dire toutes ces forces sataniques qui finalement ont un objectif, c'est de prendre possession du monde entier et de nous transformer pratiquement tous en serviteurs qui ne font que servir leurs intérêts et leurs causes. Aujourd'hui, la situation devient de plus en plus grave. Tout le monde sait à quoi je fais allusion. Et je n'ai aucune hésitation, aucun problème à dire. Les gens l'accepteront, ne l'accepteront pas, mais tout ce qui se passe en ce moment dans le monde entier est directement lié à tout ce que M. Ababou explique depuis maintenant. On est maintenant au 5e cours. Et c'est encore une fois une vitrine pour continuer à avancer de manière à affaiblir et détruire l'humanité, de manière à pouvoir de plus en plus avoir le contrôle et diriger et imposer finalement leur volonté satanique. Voilà, Monsieur Ababou. Alors, c'est à vous la parole. Bien, Rav, d'abord, bonjour. Il est évident que ces forces obscures utilisent tous les instruments qui sont à sa disposition. Tous ces instruments qui sont à sa disposition, ces forces d'obscurité les utilisent pour une raison très simple. Essayer de ravir, si vous voulez, le pouvoir d'Hachem dans ce monde. C'est clair. C'était d'ailleurs, pour vous interrompre, exactement le premier dictateur de l'histoire s'appelait Nimrod. Exactement. Et qu'est-ce qu'il est dit sur Nimrod? Il chassait les gens de devant Hachem. C'est exactement ça. Ça veut dire qu'il voulait que l'humanité devienne à son service et non au service de Dieu. C'est exactement ça. Voilà. Alors, je vais me permettre de lire quelques éléments statistiques pour commencer. Selon le magazine Forbes américain, la somme globale supplémentaire engrangée depuis le corona, depuis mars 2020, par les 10 plus grands multimillionnaires est de l'ordre de 400 milliards de dollars. Alors, ça veut dire 400 000 millions de dollars. Expliquez ce que je n'ai pas compris. Ils ont investi, les milliardaires ont investi dans quoi? Non, pas du tout. Je vais vous expliquer, oui. Rav, je vais vous expliquer. Selon le Guardian britannique, la fortune de l'homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, qui est le patron d'Amazon, a augmenté de 70 milliards de dollars depuis ce mois de mars 2020. 70 milliards, c'est-à-dire 70 000 millions de dollars. Elle s'élève aujourd'hui à 185 milliards de dollars. Les actions d'Amazon avaient grimpé de 90% depuis ce même mois de mars. Quel est le lien avec le corona? Vous allez nous expliquer. Oui, progressivement. On va aller progressivement. Elon Musk, pour finir, parce qu'il y a énormément de données, on n'a pas beaucoup de temps. Allez-y, c'est très intéressant. Elon Musk, le fondateur de la compagnie Tesla, la compagnie Tesla, ce sont les voitures électriques, a vu les actions de son groupe être multipliées par 7 et sa fortune personnelle grimper de 25 à 135 milliards
de dollars. Depuis le corona. Particulièrement. Ça s'est augmenté. Et quel est le lien? Attendez. Mark Zuckerman, Facebook, fondateur de Facebook, a une fortune qui est passée de 80 à 100 milliards de dollars. Enfin, l'homme le plus riche d'Europe, le français Bernard Arnault, a engrangé près de 80 milliards de dollars avec une fortune qui est passée de 69 à 148 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Alors, lui, c'est particulièrement l'industrie, la finance, etc. Les rapports entre l'industrie, la finance, etc. etc. Alors, Bill Gates a vu sa fortune monter de 20 milliards de dollars en quelques mois pour atteindre 120 milliards de dollars. Alors, évidemment, je ne juge personne, mais c'est une situation qui est redoutable. Et on va essayer encore une fois de comprendre avec l'histoire économique, rapidement, très rapidement, d'une manière extrêmement synthétique, Rav, ce qui se passe. D'abord, je répète, il y a quelques centaines d'années, création de cette épargne. Cette épargne a pris au début la forme d'une épargne bancaire, une épargne monétaire. L'épargne particulière ou l'épargne, ce qu'on appelle aujourd'hui l'épargne des ménages. Toute épargne confondue. Okay. D'accord? Ces bourgeois d'affaires qui sont devenus de grandes familles et qui ont investi, etc. Alors cette épargne-là a particulièrement permis de financer les banques. Et maintenant, à partir de ce moment-là, à partir du XVIIIe siècle, on passe du marché monétaire au marché financier. Alors je vais vous expliquer. Qu'est-ce que c'est que le marché monétaire? Le marché monétaire, c'est un marché où il y a des offres et des demandes de monnaie. Oui. La monnaie est considérée comme, si vous voulez, un instrument de transaction. Un outil. Alors, un outil. Et donc, il y a des taux de change, c'est ce qu'on appelle le prix de l'argent, qui vont permettre véritablement de pouvoir acheter telle monnaie plutôt que telle monnaie, etc., etc. Bien. C'est le marché monétaire. Il y a des offres et des demandes de monnaie. Mais vous avez aussi... Juste un instant, pour mieux comprendre. On achète une monnaie dans l'espoir qu'elle va après monter. Oui, soit on l'achète... Donc on achète des dollars oui. en se disant que dans 6 mois, ils vaudront plus. Oui, ça c'est de la thésaurisation, mais ça peut être, pardon, ça c'est de la spéculation, ça peut être aussi de la thésaurisation. J'achète des dollars parce que si un jour, je suis malade, je pourrais payer mon médecin. Okay. Et il y a énormément, il y a la bar mitzvah de mon fils, ou il y a le mariage de ma fille, comme ça dans quelques années j'aurai. Bon, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ce comportement, c'est un comportement d'épargne tout à fait naturel. Les marchés monétaires sont naturels, ne sont pas, si vous voulez, déstructurants au début. Maintenant, pour le marché financier, c'est la même chose. C'est quoi un marché financier? Un marché financier, c'est un marché où il y a ce qu'on appelle des produits financiers. Qu'est-ce que c'est qu'un produit financier? Ce sont des actions et des obligations. Suivez-moi bien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une action? Une action, c'est une part de capital que vous achetez. Par exemple, Fabien peut acheter 100 $ de capital d'une entreprise. Il devient propriétaire de 100 $. Et ces 100 $ peuvent monter ou descendre en fonction de l'offre et de la demande. Et il y a ce qu'on appelle les actions. Oui. Et il y a ce qu'on appelle aussi un dividende. C'est-à-dire que si l'entreprise fait de très bonnes affaires, eh bien, elle va rémunérer, elle va dire à Fabien Babou, par exemple, merci beaucoup, voilà $1 sur les 100 $ que vous avez investis dans... En plus de l'augmentation. En plus de l'augmentation. Ce qu'on appelle les dividendes. Ça, ce sont des actions. Et vous avez aussi les obligations. Les obligations, ce sont des produits financiers beaucoup plus stables, qui sont beaucoup moins liés au marché financier. Vous achetez, par exemple, 100 obligations SNCF, je parle en langage français, remboursables dans 5 ans à 7% d'intérêt. Alors, tout ça, c'est bien grave, tout ça, c'est sain, tout ça, c'est formidable. Ça permet aux entreprises de produire. Ça permet aux entreprises d'avoir des capitaux qui vont permettre la production, si vous voulez, j'allais dire, entre guillemets, saine de l'économie. Et donc, parce que qu'est-ce que c'est qu'un produit? Un produit, c'est une interaction entre ce qu'on appelle des facteurs de production. Et les facteurs de production, c'est par exemple le travail, le capital, le progrès technique. Maintenant, on a dit autrefois que le capital a pris le dessus sur le travail. Le travail a été progressivement secondarisé. Maintenant, le capital, il a, si vous voulez, deux têtes, si je peux me permettre de parler comme ça. Une tête du capital monétaire, on revient aux banques, et une tête du capital financier, on revient au marché financier. D'accord? Bon, maintenant,
tout le problème, ça a été d'inféoder le capital monétaire, de le relier et de l'inféoder au marché financier, au capital financier. D'accord? Alors, cette dynamique a commencé en Amérique d'une manière extrêmement accélérée dans les années 60. Et là, je vais un peu expliquer, c'est un peu technique, mais progressivement, on va comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 60? Le président Lyndon Johnson, dans les années 64-65, à la mort du président Kennedy, il a pris deux mesures très très importantes. La première mesure, c'est ce qu'on appelle la titrisation. Alors pour ceux qui connaissent un peu l'économie financière, ils vont comprendre très vite. La titrisation, on va voir ce que c'est tout à l'heure, parce que c'est très important de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Comment on peut gagner des milliards comme ça à la bourse, d'une manière tout à fait artificielle. Les noms que vous avez cités ont gagné à la bourse? Non, pas seulement, oui. Mais aussi. Pas seulement, mais aussi parce que, en fin de compte, l'activité matérielle, l'activité naturelle de la production, elle est secondarisée par cette économie virtuelle, par cette économie financière. Maintenant, ce qui s'est passé, on verra tout à l'heure ce que c'est que la titrisation, si Dieu veut, Bezrat Hashem, mais il y a un deuxième phénomène qui est très important. En 1965, le président Lyndon Johnson a créé pour le système bancaire deux compagnies d'assurance, Fancy et Fannie. Et on va voir pourquoi il a fait ça et qu'est-ce qui s'est passé en 2008 avec la crise des subprimes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2008, il y a eu une crise terrible. À l'époque d'Obama. Oui. La crise immobilière. Exactement, oui. Ça s'appelle la crise des subprimes. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire pour comprendre aujourd'hui ce qui se passe. Alors, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que les banques ont eu la capacité de se refinancer, non plus auprès de la Fédérale Reserve Bank, de la Banque nationale, si vous voulez, américaine ou mondiale, mais elles se sont refinancées auprès des entreprises d'assurance. D'accord? Ce sont les entreprises d'assurance qui faisaient objet d'assurance, entre guillemets, du risque bancaire. Vous comprenez? Alors je répète. La titrisation... Quel intérêt? Alors voilà. Alors la titrisation, qu'est-ce que c'est? En un mot. La titrisation, ça relie directement les produits financiers entre eux. Maintenant, on va en parler de ça, vous allez comprendre. Maintenant, à partir des années 69-70, il y a eu un phénomène très intéressant, d'abord en Amérique, après en France, ce qu'on appelle le phénomène des SICAV, dans le marché financier, à la bourse. Qu'est-ce que c'est qu'une SICAV? Une SICAV, c'est société industrielle, société d'investissement à capital variable, SICAV. On prenait une action qui avait pignon sur rue, très stable, très bonne, par exemple une action pétrolière, une action pharmaceutique, vous m'avez compris, une action pétrolière, et on inféodait cela à d'autres actions. Et si une action monte, l'autre baisse, c'est pas grave, on maintient un certain équilibre. Si une action baisse, l'autre monte, toujours à partir de ces actions à faible risque, qu'on appelle des genres de produits financiers stables. Oui, comme la pharmacie ou le pétrole. Voilà, exactement, par exemple, comme la pharmacie ou le pétrole. Alors, à partir de ce moment-là, dans les années 80-90, après les mesures du président Ronald Reagan, il y a eu une course véritablement aux produits financiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fin de compte, il y a eu des lois, notamment en Amérique, mais aussi en France et aussi en Angleterre, qui vont faire le lien qui vont permettre de relier les produits financiers entre eux. Avant cela, vous avez soit des actions, soit des obligations. D'accord? Oui. Maintenant, à partir des années, disons, 70, 80, on va pouvoir acheter à partir des obligations des actions et à partir des actions des obligations. Vous avez compris? Oui. C'est-à-dire, à partir du moment-là, il va y avoir des produits financiers qui vont être mixtes, qui vont se juxtaposer l'un l'autre. Et à partir de ce moment-là, ça va créer des portefeuilles de produits financiers de moins en moins contrôlables. Et il va y avoir, à partir des années 80, 90, ce qu'on appelle les années où l'argent était facile, n'est-ce pas? Il va y avoir, à partir de ce moment-là, une démultiplication des produits financiers. Mais d'une manière complètement incontrôlable. Et des milliers de produits financiers vont être créés comme cela. Par exemple, on prend 25% de cette obligation, 30% de cette action, on les couple, et à partir de ce moment-là, on va créer une action beaucoup plus stable, ou un produit financier beaucoup plus stable, auxquels vont se rajouter. Mais on est d'accord que c'est que du virtuel, ça n'existe pas dans la réalité, tous ces produits financiers. Non, alors
théoriquement, Oui. c'est lié complètement à la production. C'est pour ça que le marché financier est par définition sain, par définition structuré, par définition naturel. Parce que ça permettait, en fin de compte, dans cette combinaison de facteurs de production, travail, capital, d'intégrer tout, de pouvoir financer. Comment a été financé, Rav, les chemins de fer français au XIXe siècle, avec les frères Pereire, notamment Émile Pereire et l'empereur Napoléon, n'est-ce pas? 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les frères Pereire ont dit à l'empereur, Majesté, il faut utiliser le panier brognard, c'est-à-dire le marché financier, pour pouvoir financer le train. Et ça s'est très bien passé. L'épargne, entre parenthèses, qu'on appelle aujourd'hui l'épargne liquide des ménages, a permis la construction de la gare du Nord, de la gare de l'Est, de la gare de Lyon, etc. Et c'était très très bien, parce qu'évidemment, on créait des services. Mais ce qui s'est passé progressivement, c'est qu'il va y avoir cette lutte entre les forces de Wall Street et les forces de Londres, de la City, qui fait que les choses vont être complètement troublées, inversées, et on arrive à un moment, dans les années 80-90, où il y a tellement de produits financiers qui s'entrechoquent les uns par rapport aux autres, qu'on n'y comprend plus rien. On arrive véritablement à devenir très riche, ou au contraire très pauvre. Mais d'une manière générale, on devenait très riche, mais très vite. Mais avec de l'argent rare, qui n'avait pas de contrepartie. Vous pouvez donner un exemple, par exemple, précis, de quoi? Dans cette possibilité de devenir très riche très vite? Eh bien, c'est pas difficile. Avec un peu d'argent, on achetait une entreprise, ce qu'on appelait à l'époque une entreprise mouchoir, qui était dans le second marché, parce que si vous prenez par exemple le marché français au niveau financier, vous n'avez pas que la bourse de Paris. D'abord, vous avez la bourse de Paris avec les bourses de province. La bourse de Nantes, la bourse de Nantes, de Lyon, de Marseille, etc. C'est pareil en Allemagne, c'est pareil en Angleterre, c'est pareil en Amérique. Maintenant, le problème, c'est que quand vous êtes une petite entreprise, une PME qui vient de naître, par exemple, mais vous avez suffisamment de force pour vouloir être inscrite un jour dans le marché financier officiel à Paris, alors il faut passer par ce qu'on appelle le second marché. D'accord? Et ce second marché, c'est d'abord un marché hors cote, ce qu'on appelle le marché hors cote. Ça veut dire que c'est pas coté, vous faites un peu les dents, vous devenez un professionnel de la finance. Après le marché hors cote. Et si vous êtes bon dans le marché hors cote, alors vous allez, sous des règles théoriquement très strictes, un règlement extrêmement rigoureux, rentrer au marché financier, par exemple à Paris ou à Londres, etc. Et là, on draine des milliards. Vous avez compris? Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a des petits malins qui vont utiliser au second marché, des entreprises qui est encore trop petite, mais qui ont pignon sur rue. On sait qu'ils ont un brevet formidable de high-tech ou tout ce que vous voulez à l'époque, même aujourd'hui, et on va l'acheter pour rien du tout. Parce qu'on va dire aux gens qui sont ingénieurs, qui sont, je sais pas, polytechniciens ou économistes, voilà, moi je mets 10 millions de dollars, les gens sont complètement obnubilés, on va devenir riches, etc., etc. Mais j'achète la majorité des parts. Mais à partir de ce moment-là, je deviens propriétaire officiel, juridiquement officiel, légal d'une entreprise. Et donc, je vais la gonfler par toutes sortes de mécanismes très compliqués, bancaires, financiers, etc., internes, qui fait que cette entreprise-là va prendre de l'ampleur, son action va augmenter, son produit financier va augmenter, et je vais la revendre. Je l'ai acheté 5 sous, je la revends 50 sous. Et je gagne 45. Je prends dans mes 45 sous, j'en achète 4 ou 5 avec 5 sous et ça fait boule de neige. C'est-à-dire, et quand je la revends, mais l'entreprise, elle est encore trop petite, elle n'a pas encore suffisamment produit, à la limite, elle est presque mort-née, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est utiliser les brevets pour avancer, pour se faire de l'argent. Vous comprenez? C'est-à-dire que cette technique de démultiplication de produits financiers, excusez-moi, Raph, c'est un peu technique, mais c'est très important pour comprendre aujourd'hui. Cette multiplication de produits financiers a permis aux petits, entre guillemets, spéculateurs, aux petits malins, si vous voulez, aux capitalistes, de devenir extrêmement riches, sans du tout produire ou très peu. Sans produire ou très peu. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont délocalisé la production
dans des pays à bas salaire, la Chine, l'Inde, la Tunisie à l'époque, etc., de manière à pouvoir désindustrialiser tout cela, parce que qu'est-ce qui se passait? Dans le capital, vous avez vu les facteurs de production. Vous avez le travail d'un côté, et vous avez le capital. Laissons pour l'instant le travail de côté, parce qu'il a été secondarisé, d'accord? Maintenant, regardons le capital. Vous avez de très nombreux types de capital, mais si je résume au maximum, vous avez ce qu'on appelle le capital monétaire et le capital financier. Il fallait relier les deux. Ça a été fait progressivement, mais un au détriment de l'autre. C'est-à-dire que les banques ont été assujetties au marché financier. Et pourquoi? Parce que tout simplement, elles ont, là on vient à la crise de 2008, elles ont été tout simplement isolées les unes par rapport aux autres et reliées directement au marché financier. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Vous allez comprendre je vais aller le plus simplement possible parce que c'est très compliqué, le plus simplement possible. D'accord? En 1965, le président Johnson va créer ces deux entreprises d'assurance, Fannie et Fannie. Donc les banques, et il va pousser les banques à prêter. Ce qu'on appelle... Prêter à qui? À tout le monde. Oui. Et pas seulement aux industriels, à tout le monde, à monsieur tout le monde. Ils vont venir dans les années 80, c'était une folie, à partir des années 80-90. Mais pourquoi monsieur Martin de New York, pourquoi tu loues un appartement? Mais il faut acheter un appartement. Combien tu payes par mois? Je paye... combien tu as de salaire? Je dis n'importe quoi, un exemple évidemment. $2500. Mais et combien tu payes de trucs? $600 par mois. Mais enfin, ces $600 par mois, pourquoi tu les payes à perte? Achète un appartement. Moi, je te prête. Combien ça coûte l'appartement? Par exemple, $100,000. Alors, ça veut dire que tu vas faire un prix sur 20 ans. Et encore une fois, que tu loues ou que tu achètes, c'est la même chose, puisque de toute façon, tu vas les perdre, ces $600. Au moins que tu investisses pour tes enfants, etc., etc. D'accord? Et tout le monde est tombé dans le piège. Qu'est-ce qui s'est passé? Suivez-moi bien, Rav. Ce qui s'est passé, c'est la chose suivante. C'est que les taux d'intérêt, qui ont été toujours très bas aux États-Unis, ont monté progressivement. Donc, les ménages ont été... Mais ils ont fait exprès de les monter. Je ne dis pas. Okay. Et progressivement, n'est-ce pas, la Federal Reserve Bank a fait monter les taux, vous m'avez compris, et progressivement, les gens ont été complètement étranglés. Ils ne pouvaient plus financer leur appartement. D'où la crise en 2008. Attendez, vous allez comprendre. Lettre commandée 1, lettre commandée 2, lettre commandée 3, alors maintenant... On reprend l'appartement. On reprend l'appartement et dehors. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis. On reprend l'appartement et dehors. Attendez. Le bonhomme, la bonne femme, la pauvre, elle a quand même investi au niveau immobilier pendant 10 ans. Elle a acheté un appartement, par exemple, de $100,000. L'appartement, 10 ans après, valait $120,000. Mais comme il y a eu une panique, tout le monde voulait vendre au même moment, les prix des appartements ont baissé. C'était plus $120,000, mais $60,000. Oh, c'est-à-dire que les $20,000 qu'elle a acheté, elle, par exemple, $100,000, les $40,000 qu'elle a déjà remboursés, ils ont disparu. Il reste plus $60,000, d'accord? Mais elle a fait un prêt de $100,000, donc il reste encore $60,000 à la banque. Les banques ont dit, demande un appartement. Ils l'ont vendu au plus offrant, plus ou moins. Personne n'en voulait. Alors ils l'ont vendu à $40,000. Alors que la personne, elle devait encore $60,000 à la banque. Et elle continue à les payer. Alors qu'elle n'a plus d'appartement. Alors c'était un truc de fou. Vous comprenez? Jusqu'à aujourd'hui, ça dure encore, ça? En bonne partie, oui. Mais seulement, l'idée, ça a été caché, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu une sorte de panique, d'abord, bancaire, parce que les banques n'avaient plus la capacité de se refinancer. Pourquoi? Parce que, au-dessus d'elles, je vous répète, il y avait Fannie et Fannie, les deux sociétés d'assurance, créées en 1965 par le président Lyndon Johnson. Une des deux a fait faillite. Donc, à partir de ce moment-là... Pourquoi elle a fait faillite? Pour de nombreuses raisons. Elle a fait faillite parce qu'il n'y avait plus de liquidité. Parce que les banques... La différence entre une assurance et une banque, c'est qu'une banque, elle peut créer de la monnaie. C'est un peu technique, là. Je ne veux pas trop embêter tout le monde. Mais tandis que les sociétés d'assurance, elles prennent des parts d'assurance et elles les transforment
en capitaux monétaires ou financiers. Oui. Elle ne crée pas de la monnaie. Donc elle est tombée, une des deux est tombée carrément en faillite. Donc les banques ne pouvaient plus se refinancer, ne pouvaient plus se retourner vers les assurances en disant donnez-moi. Ils se sont retournés vers l'État. L'État américain, à cette époque c'était l'État dominé par le président Obama, ils ont dit non, on peut pas le faire. Alors refinancez-vous l'une par rapport à l'autre. Et chacune a voulu se refinancer par rapport à une autre banque. Qu'est-ce que ça veut dire le refinancement? Je vais te prêter $100 pour que tu puisses continuer à fonctionner. Et maintenant je te prête plus. Pourquoi? J'ai peur. Donc les banques ont commencé à paniquer et c'était un phénomène véritablement de faillite bancaire. Une banque a été abandonnée, Lehman Brothers. Grosse banque. Oui. La Lehman Brothers est tombée. Et ce qui est très intéressant, c'est que face à ça, il y a eu ce phénomène de titrisation. Maintenant, je vous explique. C'est très compliqué, mais je vais essayer, autant que faire se peut, d'expliquer ça pour monsieur tout le monde le plus simplement possible et de manière extrêmement synthétique. D'accord? Qu'est-ce que c'est que le phénomène de titrisation? Vous avez, par exemple, un portefeuille de produits financiers qui sont liés à des créances douteuses. Qu'est-ce que c'est qu'une créance douteuse? C'est exactement le cas de cet appartement-là. D'accord? Ça veut dire que c'est 60 000 $ que devait M. Martin de New York. Il ne peut pas les rembourser, mais ils existent sous forme de contrats. Alors ces contrats-là, ça s'appelle une créance douteuse. On ne sait pas s'il va pouvoir le rembourser. Mais seulement il existe. C'est du capital qui, entre guillemets, se réalise à travers un contrat. Mais c'est pas, encore une fois, Rav, c'est pas de la monnaie qui est en rapport avec la valeur ajoutée, avec la richesse créée. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à partir de ce moment-là, on va créer, à partir de ces créances douteuses, une société financière qui va les utiliser et qui va les revendre à d'autres sociétés financières. Et à chaque fois, on prend la différence. Jusqu'au moment où tout implose. Ils étaient arrivés à un certain moment où tout était sur le point d'imploser. Parce que toutes les créances douteuses, aujourd'hui, n'en parlons pas, c'est encore plus grave, aujourd'hui plus grave qu'il y a qu'en 2008, parce qu'aujourd'hui, les créances douteuses sont très développées, surtout avec le coronavirus, etc., où véritablement, les entreprises sont rejetées, sont jetées, la production, elle est plus ou moins aujourd'hui très affaiblie, parce que la demande, elle est compressée. Pourquoi vous avez des gens sans donner de nom? Pourquoi ces gens-là ont gagné autant d'argent? Parce que la demande n'avait pas le choix que d'aller acheter son produit financier, son dentifrice, sa paire de chaussures, auprès d'Amazon ou auprès d'une autre entreprise qui était extrêmement concentrée. En fin de compte. Mais Amazon, c'est pas des livres plutôt? Oui, c'est des livres, c'est tout ce que vous voulez. Amazon, c'est des milliers de produits. Et donc les gens ont été acheter un dentifrice chez Amazon? Ils ont acheté des dentifrices chez Amazon ou autre chose, ou dans d'autres sociétés, qui en fin de compte, et si vous remontez, vous trouvez que c'est tellement concentré que ça appartient à quelques-uns. Donc, si vous voulez, et ça c'est fondamental. Pourquoi? Parce que véritablement, on manque de rien. Mais l'offre est tellement concentrée que, véritablement, ces gros requins qui ont mangé les petits se retrouvent maintenant en guerre l'un par rapport à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une sorte de paix, ce que ça s'appelle la cartélisation de prix. Ils ont fait une sorte de paix entre eux, de manière à pouvoir dominer l'ensemble. Il y a une dizaine d'années, à peu près 200 firmes multinationales, dominaient 70% de la production mondiale. 70% de la production mondiale était dominée par 200 firmes multinationales. Aujourd'hui, c'est moins. Aujourd'hui, c'est encore moins. Donc, elles sont de plus en plus concentrées, de moins en moins nombreuses, mais de plus en plus puissantes. C'est entre parenthèses, c'est ce qu'avait dit Karl Marx. Et je ne suis pas marxiste, mais c'est ce qu'avait dit Karl Marx. Vous verrez qu'à la fin des temps de l'histoire, il parlait comme ça, eh bien, les gros requins vont manger les petits requins, et les gros requins vont se manger entre eux. Au détriment, évidemment, de M. Martin, de M. Tout-le-Monde, qui, lui, est tout simplement pris par ces mécanismes de consommation qui le dépassent complètement,
par cette désinformation dans les médias qui les dépasse complètement, qui fait que, effectivement, au lieu de toute façon, tous les médias, sans la moindre exception, sont au service de ces puissances financières. Mais voilà, maintenant, vous savez, encore une fois, je voudrais quand même... Attendez. Je voudrais quand même donner un point très important. Aujourd'hui, c'est le marché financier, mais ce n'est pas que le marché financier. Le marché financier, c'est un instrument qui a été utilisé par des forces obscures, et demain, ça peut être autre chose. C'est bien clair. Lorsqu'on dit que le marché financier domine le monde, c'est vrai aujourd'hui, mais ça peut être peut-être pas vrai demain. Demain, il peut y avoir d'autres mécanismes qui vont... Est-ce qu'on peut imaginer, puisque avec votre ambition, je prends plus le courage de le dire que vous, est-ce qu'on peut imaginer que toute cette destruction de l'économie mondiale aujourd'hui, avec ses prétendus, etc., tout ce qu'on sait, qui fait qu'on passe d'une quarantaine à une autre, aujourd'hui on se prépare ici en Israël à une nouvelle quarantaine peut-être de 15 jours, 3 semaines, tout s'écroule, c'est pour que ces grandes puissances puissent après être les vendeurs de tout ce qu'eux ne peuvent plus vendre? Écoutez, il y a, d'une manière très synthétique, oui, pourquoi pas. Il y a une volonté de secondariser les PME, ça veut dire les petites et moyennes entreprises, et cela dans le monde entier. De les remplacer par les grandes puissances. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit que toute l'économie moyenne s'écroule. Tout le problème, c'est d'inféoder ces entreprises. Si tu es avec moi, tu rentres dans mon image, ce qu'on appelle dans ma structure, d'accord? Mais si tu ne rentres pas dans ma structure, alors sache que je te détruis. Mais ce problème-là, il existe déjà depuis au moins 150 ans. Oui, mais aujourd'hui, ça passe avec une rapidité. Mais si vous prenez des gens comme à l'époque Carnegie, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait pour détruire toute l'économie américaine? À l'époque, l'économie américaine était fondée sur les PME, sur les PMI. Les gens étaient extrêmement entreprenants. Ils voulaient la richesse vers l'or. Ils voulaient tous devenir riches. Mais il y en a qui devenaient très très riches. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il a fait Rockefeller? Qu'est-ce qu'il a fait Carnegie et tant d'autres? D'accord? Eh bien, il a tout simplement baissé les prix d'un seul coup. En baissant les prix d'un seul coup, les autres ne pouvaient pas baisser les prix parce que, en baissant les prix, il attire la demande. Les autres se retrouvaient avec des prix extrêmement élevés par rapport à ces prix. Ils ont tout perdu, ils ont fait faillite. Ils ont vendu pour rien du tout. Et ça s'est passé comme ça dans le pétrole, ça s'est passé comme ça dans le blé, et j'en passe. Et surtout dans les structures financières. C'est-à-dire, véritablement, que ce qui est très important de comprendre, c'est que ce qui s'est passé il y a 150 ans se passe aujourd'hui, mais dans une échelle beaucoup plus vaste. À l'époque, c'était en Amérique. C'est dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est le monde entier. Parce que vous avez aujourd'hui un processus de mondialisation. Nous rentrons dans le monde de Nimrod, mais d'une manière planétaire. D'ailleurs, sachez que le Zohar dit clairement, je l'ai dit dans un cours récemment, que juste avant la délivrance finale, tous les grands dictateurs bibliques reviendront en même temps, à la même époque. C'est exactement ça. Nabucodonosor, Sanherib, Nimrod, etc. Exactement. Et que celui qui sera à la tête de tous ces dictateurs sera Nimrod. C'est ça. Revenu aujourd'hui sous une histoire moderne. Mais on se retrouve juste avant la délivrance avec une emprise de tous les dictateurs de toute l'histoire humaine qui reviennent tous en même temps pour s'approprier le monde. Dont Nimrod sera le plus haut. Le plus haut. Le premier sera le dernier. Mais c'est exactement ça, c'est une pyramide du pouvoir, n'est-ce pas? Mais à ce niveau-là, ils sont tous, si vous voulez, solidaires les uns par rapport aux autres. Bien sûr. Et donc, nous sommes les dindons de la farce, d'une manière globale, parce que, tout simplement, on va nous donner, par exemple, ce revenu universel, ou je ne sais pas quoi, c'est où ça on ne mange pas. C'est où ça on ne s'habille pas. C'est où ça on ne vit pas. Donc, résultat, on va dire merci, Paro, merci, Pharaon. Tu es magnifique, ma Pharaon. Tu m'as donné à manger. Et notre paracha. Mais voilà. Qu'ils sont tous devenus les esclaves de Pharaon, ils lui ont dit merci. Voilà. C'est exactement ça. Exactement. La paracha de cette semaine. Mais bien sûr. Alors, donc, Bekitsour, en résumé, les marchés financiers, avec la multiplication des produits financiers, a fait en sorte que les marchés financiers deviennent gigantesques, de moins en moins contrôlables, et de moins en moins contrôlables par tous. Et surtout, elles vont dépasser même les mécanismes du marché eux-mêmes. C'est-à-dire que ça devient une sorte de brouillard incroyable qui fait que véritablement, on peut gagner 9 millions de dollars en un mois, par exemple. C'est un exemple que je donne, bien entendu. Mais alors qu'une vie entière ne suffit pas pour les gagner.
Un coup de téléphone, il faut gagner 150 000 dollars. Donc, ça n'a plus de sens. Parce que, évidemment, l'économie réelle est une économie souffrante. Une économie souffrante. La bourse, qui était par définition extrêmement sainte, créée selon le plan de Dieu, eh bien, qui permettait aux entreprises de se produire, de s'auto-satisfaire et de satisfaire les marchés pour le bien de tous, eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu ces forces-là très obscures qui ont pris progressivement le pouvoir au fil des derniers siècles, qui fait qu'aujourd'hui, ils sont partout et ils dominent non seulement les marchés, et les marchés qui, eux, normalement dominent, sont dominés par ces forces qui elles-mêmes sont dominées par des forces. C'est-à-dire, véritablement, même elles-mêmes, elles ne savent plus où elles en sont. Elles sont prises par une course à l'argent. Pourquoi chercher encore 100 milliards de dollars? Enfin, 100 milliards de dollars, vous vous rendez compte, ça veut dire 100 000 millions de dollars. 100 000 millions de dollars. Bon, combien de voitures vous allez acheter? Combien de maisons vous allez acheter? 150 000 millions de dollars, mais des choses qui n'ont pas de sens au niveau humain. Alors pourquoi cette rage de confiscation? Parce que, en fin de compte, c'est une confiscation qui se passe. Pourquoi cette rage de confiscation? Parce que, encore une fois, on revient au monde de la Torah, parce que ces forces-là, qui sont depuis Bereshit, qui veulent tout simplement empêcher le maître de l'histoire de, tout simplement, diriger son monde. Ils veulent empêcher la délivrance. Voilà, ils veulent empêcher la délivrance. En vérité, dans le subconscient de toutes ces forces sataniques, c'est tout simplement le combat entre le Nachash, le serpent et Adam. Ça veut dire que on ne te laissera pas dévoiler Hachem dans ce monde. C'est ça, c'est exactement ça. Exactement. Même s'ils n'en sont pas forcément conscients. C'est ça. Mais c'est ça. C'est ça. Maintenant, d'autant plus qu'il y a tellement de thèses qui disent qu'en vérité, il y a une spiritualité dans toutes ces forces sataniques, qui est une spiritualité elle-même satanique, qui est de faire régner en vérité la puissance de l'homme au détriment de la puissance d'Hachem. Excusez-moi, mais c'est la Révolution française. L'être universel, c'est la Révolution française. C'est-à-dire que l'homme passe avant tout. Le citoyen passe avant tout. Les droits du citoyen. D'accord? Maintenant, je reviens un peu à l'économie pour comprendre. Dans le capital monétaire, vous avez les banques. Dans le capital financier, vous avez la bourse ou les bourses. Les banques ont été reliées aux bourses et elles ont été, si vous voulez, inféodées aux bourses, aux marchés financiers. Maintenant, les banques ne sont plus libres comme auparavant. Elles ne peuvent plus avancer comme un seul homme, j'allais dire, parce qu'elles sont inféodées à ces puissances qui sont les puissances de l'argent. Et encore une fois, je ne fais pas de politique, je ne prends pas parti du tout, mais les forces qui se passent aujourd'hui pour les élections américaines ou même en Israël sont des forces qui sont lourdes, sourdes et déterminantes. Parce que, tout simplement, il n'y a plus de problème d'argent. Là, on n'est plus dans le cas j'ai besoin de financer ou pas. Aujourd'hui, on a dépassé cela. On a dépassé même l'information. On est en train, tout simplement, d'arriver à prendre le trône d'Hachem, le trône du pouvoir. Et donc, au niveau strictement économique, on le voit bien. On le voit bien. La crise du travail, la crise des masses laborieuses, les gilets jaunes en France, n'est-ce pas, qui n'en peuvent plus, sont des pauvres gens qui n'en peuvent plus, ils travaillent 30, 40 ans, ils se trouvent avec une retraite rien du tout, si bien qu'ils disent, mais attends, mais on a été volés, j'ai participé à l'activité économique pendant 40, 50 ans, j'arrive maintenant à 60 ans, 65 ans, j'ai pratiquement rien. 800 €, 1000 € par mois. Alors ça, c'est même pas mon loyer. Alors non, je peux plus vivre. Donc attendez, je comprends pas. Et d'un autre côté, vous avez des firmes multinationales, on verra après, une prochaine fois, les firmes mondialistes qui dominent tout et qui, encore une fois, elles-mêmes perdent leur propre pouvoir. C'est ça qui est incroyable. Elles-mêmes perdent un pouvoir. C'est-à-dire que l'argent, ce n'est plus le but. Ce n'est plus le but. Quel est le but aujourd'hui? C'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Et c'est intéressant parce que, figurez-vous que nos maîtres disent déjà il y a plus de 2000 ans, ils font une hiérarchie de ce qu'on pourrait appeler le mal. Ils mettent tout en haut le pouvoir, c'est ça. En dessous l'argent, c'est ça. En dessous les femmes, c'est-à-dire la prostitution, etc. Exactement. Ça veut dire que nos maîtres considéraient, à une époque où ce qu'on vit aujourd'hui n'existait pas, considérait que finalement la plus grande de toutes les tentations au-dessus de la prostitution ou au-dessus même de l'argent,
c'est le pouvoir. Oui, alors regardez la fidélité de Yosef à son Dieu. Yosef, il avait le pouvoir, il était vice-roi d'Égypte, je ne sais pas si on s'en rend compte. Et il est resté fidèle à son Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est la contre-force de Esav, du monde occidental. Exactement. Ça veut dire que nos maîtres ont déjà dit il y a 2000 ans que c'est le personnage de Yosef, seul qui peut s'opposer au monde occidental. Exactement. C'est exactement ça. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, on est, si vous voulez, à la croisée des chemins. Non seulement, pour finir, vous avez les travailleurs qui sont secondarisés, le capital bancaire qui est de plus en plus secondarisé, le capital financier qui est non pas secondarisé, mais qui s'auto-entretient et qui crée tout simplement des scories et des capitaux financiers qui n'ont plus de contrepartie. Ça veut dire véritablement on rentre dans le virtuel, du virtuel, qui fait que maintenant les États sont de plus en plus endettés. La France n'est plus capable aujourd'hui de rembourser le service du service de la dette. Ça veut dire l'intérêt de la dette. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Comme les Américains. Chaque Américain qui naît, Rav, est endetté à vie. Chaque Américain qui naît est endetté à vie. Vous comprenez? C'est-à-dire, véritablement, nous sommes dans une économie qui n'a plus de sens. Avec une course à la richesse. Mais c'est une richesse qui est fondée sur quoi? Sur du vent. Alors, si demain on me dit Fabien, tu n'auras plus de retraite, je ne serai pas surpris du tout. Excusez-moi, je ne veux pas faire peur aux gens. Pourquoi? Mais on sait que ça va arriver. Parce que tout simplement, ça n'a plus de contrepartie. Ça n'a pas de contrepartie. Tous ces plans-là de PACAM, ce qu'on appelle les fonds communs de placement, risquent de partir en fumée parce que si la bourse s'effondre, il ne reste plus rien. Vous comprenez, Rav? Mais bien sûr. Voilà. Écoutez, je suis, après chaque... j'ai pas de mots, j'ai pas de mots. Chaque cours est... J'ai pas de mots pour vous remercier. Je suis sûr que je peux vous remercier au nom des milliers de personnes qui vont écouter votre intervention d'aujourd'hui. C'est de plus en plus fort, de plus en plus clair, malgré le fait que, avec toute votre pudeur, vous envoyez beaucoup d'allusions sans vouloir entrer trop dans les détails. Et je vous comprends, c'est tout à fait normal. Et je voudrais juste conclure avec votre permission, parce que je n'existe même pas par rapport à tout ce que vous avez dit, que le message de M. Ababou est clair. Et il deviendra de plus en plus clair. Que tous ceux qui les écoutent prennent conscience. Entre autres, à titre d'exemple, tout ce qu'on vit aujourd'hui est une pure mascarade, une pure vitrine qui sert les intérêts de tout ce que M. Ababou nous explique. Alors je sais que tellement d'entre nous préfèrent vivre comme des autruches et dire mais non, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut comprendre que... Je ne rentre pas dans les détails, vous m'avez tous compris. Mais sachez que tout ce qui se passe depuis le mois de mars est une pure mascarade, dans le but d'arriver, d'après toutes ces intentions sataniques qui sont derrière, à transformer toute l'humanité au service de ces grandes puissances qui, en détruisant notre économie, en détruisant nos familles, en nous jetant dans une obscurité telle qu'on ne sait même pas ce qu'il y aura demain, finalement veulent nous affaiblir pour qu'on soit accrochés à leur pouvoir, à leur service. Merci, Monsieur Ababou, que Akadosh Baruch Hu nous donne... Voilà, je veux juste prévenir aussi nos auditeurs que lorsque l'on aura terminé, pas tout de suite, croyez-moi, ça va durer encore un certain temps, cette série de cours sur l'économie, on a décidé, M. Ababou et moi, de commencer après des cours plus, entre parenthèses, spirituels, mais directement liés à l'actualité, et pour montrer aussi la deuxième dimension, c'est où se trouve Hachem dans tout ce jeu-là. Exactement. Et ça sera des cours aussi extrêmement intéressants. On est parti, M. Ababou et moi, pour être ensemble jusqu'à la délivrance finale. Et puis on demandera pour Machiar de nous laisser continuer après aussi. Si Dieu veut. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Et encore une fois, que toutes mes bénédictions à M. Ababou, qu'Hachem vous protège pour ce courage que vous avez, pour cette sagesse incroyable que vous avez. Et merci.